Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette édition spéciale du 19-20. Vous le voyez, France 3 Centre s'est installé au pied de ce majestueux château de Chambord. Nous allons vous faire vivre en direct la 33e édition du Game Fair, le plus grand rassemblement français des chasseurs et des amateurs de chasse. Ça se passe comme chaque année ici, dans le Loir-et-Cher, sur ce domaine prestigieux. 40 hectares, 400 exposants, 80 000 cartouches tirées au bal-trap. Et Denis Gannet-Meyer, toujours fidèle au poste, que l'on retrouve tout de suite pour un premier bilan de cette journée. Et oui Rebecca, on peut faire déjà un premier bilan de ce Game Fair 2014. Vous le voyez autour de moi, il y a encore beaucoup de monde. Alors on parle de toutes les chasses, on s'intéresse à toutes les chasses. Il y a vraiment des populations tout à fait différentes. Des gens qui n'aiment pas forcément la chasse mais qui aiment bien le loisir nature. Il y a aussi les grands spécialistes de la chasse. Il y a aussi des chasseurs amateurs. Tout le monde se côtoie. Tout le monde discute chasse, on parle fusil, on parle cartouche, on parle appareil de visée, on parle de tout ça. Et il faut reconnaître quand même que le Burkina Faso a particulièrement plu et va plaire encore toute la journée de demain. Mais je vous réserve, parce que je vais venir vous voir tout à l'heure, eh bien quelques surprises, particulièrement pour ce soir. Et puis vous dire aussi que le Game Fair continue toute la journée de demain avec une chance extraordinaire, c'est d'avoir un beau temps, on a évité les orages, et c'est tant mieux, mais attendons cette nuit quand même pour être sûr. Oui, on va attendre encore un peu. Merci Denis, on vous retrouve tout à l'heure donc pour parler de la suite des festivités. Et en attendant, on va s'intéresser à cette tradition cynégétique héritée de la monarchie et qui perdure encore aujourd'hui. Il s'agit de la chasse à courre, la chasse à cheval avec des chiens. On parle souvent de ces chiens, beaucoup de stands leur sont consacrés ici. Mais on parle un peu moins souvent des chevaux. Du coup, le Game Fair a décidé de les mettre à l'honneur cette année. Reportage Amélie Rigaud dans le zoo et Pierre-Dominique Lepay. Sur le ring, leur allure laisse le public admiratif. Les équipages de vénerie à l'honneur de ce Game Fair et plus particulièrement leur monture. Je crois souvent malheureusement qu'on les considère un petit peu comme un outil, mais avant tout le cheval est là pour servir comme les cavaliers, le cerf, et aider les chiens à prendre le cerf. Donc le cheval doit être docile, passer partout, résistant et tenir des heures durant pour bien servir les chiens. La chasse à courre, 2 millénaires d'existence et pourtant, cette chasse très ritualisée continue d'attirer. Et d'attirer les femmes grâce au cheval justement. C'est une selle où vous avez les deux jambes du côté gauche, contrairement au califourchon. C'est une montre un peu spéciale, un peu ancienne, mais très simple au final si vous travaillez votre cheval au galop, enfin très simple. Marie fait partie d'un équipage familial. Elle monte en Amazone depuis 6 ans seulement et elle n'envisage plus de chasser autrement. J'ai eu l'occasion d'essayer de me mettre pendant une chasse et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment une montre très agréable parce que j'ai toujours monté à califourchon depuis que je suis jeune et j'ai décidé de continuer en Amazone et de faire... et de montrer qu'on est capable de monter en Amazone encore aujourd'hui. À 21 ans, elle fait également partie d'une association de jeunes veneurs qui compte 800 membres en France et compte bien perpétuer la tradition. Vous êtes en forêt, autour d'un panier de pique-nique, on est à la chasse à courre au lièvre, on court tous ensemble derrière les chiens. Donc c'est un moment où on fait beaucoup de sport, on se dépense et on compense le soir par des repas très conviviaux et très sympas avec les jeunes. La vénerie compte aujourd'hui 420 équipages en France, c'est 100 de plus qu'en 1914. Voilà, et notre invité Hubert Louis Vuitton, président de la Fédération de chasse régionale, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors un mot de la chasse à courre qu'on vient de voir, combien d'adeptes dans la région ? Alors là, c'est très difficile, étant donné que tout le monde peut participer à une chasse à courre, donc et à tout âge. Donc c'est une méthode de chasse qui est vraiment populaire, qui accueille donc les gens de tout âge, dans le sens qu'ils peuvent suivre à cheval bien sûr, en voiture, en vélo, à pied. Donc c'est très difficile, mais c'est pour chaque département énorme la population de gens qui peuvent suivre une chasse à courre. Alors la chasse à courre est assez critiquée, surtout la mise à mort des animaux par les chiens. L'année dernière, une proposition de loi envisageait même d'interdire cette chasse. Comment vous vous situez vous par rapport à ça ? Alors moi, en tant que président de la fédération, de toute façon c'est clair, c'est une méthode comme une autre. C'est une méthode qui est très simple, qui est encore nature à 100%. On va prélever un animal avec une arme blanche, donc ça reste
pour moi l'aspect le plus noble par rapport à l'animal. Alors avant de poursuivre avec vous, une autre question qui vous intéressera. Comment se classe le centre sur le marché de la chasse? La région est en tout cas l'une des premières de France dans le développement de l'activité cynégétique. Rien qu'un exemple, Sully-sur-Loire dans le Loiret, une ville où la chasse alimente surtout toute une économie locale. C'est un dossier signé Sébastien Naissant. La chasse, une passion pour les uns, une activité commerciale pour les autres. Ici, près de Sully-sur-Loire, l'élevage des châtaigniers emploie 7 personnes et produit jusqu'à 100 000 oiseaux pour les besoins de la saison, en particulier dans les domaines de Sologne. De quoi satisfaire les chasseurs et alimenter toute une économie locale. À Sully, nous avons de l'activité en ville à partir du moment où l'ouverture du canard est faite, c'est-à-dire au mois d'août. Dans les petits villages qui sont autour, qui sont des villages où il y a de 4 à 600 habitants, on commence à avoir du monde pareil à partir du mois d'août, et c'est ce qui fait vivre ces petits villages. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie dedans le samedi, le dimanche, parce que les propriétés de Sologne se remplissent suite à l'activité chasse. Hausse des coûts de production, crise, la filière reste malgré tout fragile. Il ne faut pas se leurrer, il y a de moins en moins de chasseurs, du moins les générations ne se renouvellent pas assez vite, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'anciens et les jeunes ne prennent pas suffisamment la place. Pour l'instant, le marché se maintient, mais je pense que dans les années à venir, le marché va être en baisse malheureusement. Un pessimisme qui ne se ressent pas partout. À Romorantin, cette armurerie de 600 mètres carrés a ouvert ses portes en 2008 et ne cesse de se développer. Des armuriers ont été spécialement recrutés pour entretenir et modifier les fusils d'une clientèle prête à parcourir plus de 400 km pour venir jusqu'ici. On voit de tout. On voit des gens qui veulent absolument des armes exactement comme celles qu'ils ont déjà. D'autres personnes qui sont un petit peu plus, je dirais, amateurs dans le milieu et qui font confiance aux armuriers. Et d'autres qui ont déjà des armes bien précises, avec des réglages bien précis, qui veulent exactement ce qu'ils ont déjà. Donc c'est bon Flore, t'as fini ton rayon ? Et les professionnels l'ont bien compris. La région Centre fait partie des premières régions françaises où la chasse est la plus active, avec un flux financier qui avoisine les 200 millions d'euros. Alors les idées ne manquent pas pour se développer. Je suis passionné de la chasse, donc ma grosse interrogation c'était quoi faire au jour d'aujourd'hui pour développer, continuer à développer notre activité sur notre zone commerciale. Et je me suis dit qu'une armerie pourrait être plutôt sympathique. On pourrait toucher un autre marché et attirer une nouvelle clientèle. Une nouvelle clientèle et des offres d'emploi qui attirent les jeunes. Certains veulent faire de la chasse leur métier et souvent accomplir un rêve d'enfant proche de la nature. C'est pas une vocation, mais c'est tout comme. Je me vois bien dans ce métier-là plus tard. J'ai envie de faire garde-chasse particulier, car j'aime la chasse, tous les métiers en rapport avec la nature, en gros. Et c'est le métier qui me convient le mieux. Malgré l'érosion de l'emploi ces dernières années, la chasse en région Centre reste toujours un secteur porteur. En Sologne, Loire-et-Chérienne par exemple, la filière compte entre 2000 et 3000 emplois directs et indirects. Alors Hubert Louis Vuitton, on peut dire en effet qu'aujourd'hui la chasse reste un secteur porteur dans la région. Énormément porteur, parce que là vous avez vu des professionnels de la chasse, mais il faut penser à tout l'artisanat, tous les hôteliers, jusqu'au la petite pompe à essence dans le secteur. Quand les gens viennent à la chasse, vont faire le plein d'essence, donc ça fait une vie économique énorme. En plein hiver, c'est énorme la vie que ça peut manier au sein de notre département. Quel rôle vous jouez, vous, en tant que représentant de la fédération dans toute cette économie locale ? Nous, notre rôle, c'est de faire découvrir notre département. Au sein de la fédération, on a développé une éducation à l'environnement, donc découvrir, attirer les gens, venir leur faire découvrir, et en plus, comme vous avez derrière vous, donc des cadres comme on a, c'est magnifique. Il faut venir voir la Sologne. La Sologne, c'est une multitude de méthodes de chasse, de chasseurs, donc on est prêt à accueillir et on accueille très simplement les gens. Alors, si vous le voulez bien, on va s'intéresser maintenant à cette autre problématique, la chasse et l'écologie. C'est toujours un grand débat entre passionnés et défenseurs de l'environnement. On va voir ça avec Denis Gannet-Meyer et Pierre-Dominique Lepay et on en reparle juste après. Regardez. Sur le papier, entre les chasseurs et les écologistes, les choses se seraient assouplies. Les chasseurs se déclarent désormais protecteurs de l'environnement et de la biodiversité, oui, mais en y regardant de plus près, pour les écologistes, la réalité est tout autre. On n'a souvent pas la même vue, la même latitude concernant les espèces sur lesquelles on doit travailler, si je puis dire. C'est-à-dire que nous, on veut protéger l'ensemble de la biodiversité et on considère qu'il y a des espèces qui posent difficulté. Et les chasseurs, eux, travaillent bien sûr
dans leur sens, c'est-à-dire avec les espèces qu'ils souhaitent chasser. Et donc, dans ces cas-là, ils vont enlever un certain nombre d'espèces, les considérant comme des nuisibles. Et c'est reparti. Le décor est planté. Les deux univers s'opposent donc toujours. Le fond du problème, les territoires de chasse qui sont achetés sont validés par l'État, faisant du lobby chasse un vrai pouvoir, mais aussi la fameuse gestion des espèces nuisibles, car d'après les écologistes, les chasseurs feraient toujours un peu comme ils veulent. En accord quelquefois avec les agriculteurs qui, parfois, sont aussi des chasseurs. Ils se considèrent souvent comme attributeurs de terrains sur lesquels ils peuvent, en gros, prendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils prélèvent. Du moment où ils ont payé, ils peuvent prendre. C'est quand même un souci, cette affaire-là. Normalement, la nature, la biodiversité devrait être à tout le monde, res nullus, c'est-à-dire à tout le monde, les choses à tout le monde, et faire en sorte qu'on la gère tous ensemble, et pas pour une certaine catégorie. Exemple, les sangliers, plus communément appelés cochons par le chasseur. La gestion a quelquefois pris du plomb dans l'aile. La manière de gérer le sanglier est extrêmement mauvaise. On n'a pas de plan de gestion. On fait juste comme on peut. Voilà. Donc on arrive à des prélèvements inouïs sur le sanglier parce qu'il y a eu une augmentation inouïe du sanglier. La liste des attentes de réforme envisagées par les écologistes est longue. Pêle-mêle, dangerosité pour le promeneur, abattage du gibier d'élevage, etc. Un certain agacement des chasseurs envers les écolos fait qu'ils les considèrent comme des empêcheurs de tourner en rond. C'est un État dans l'État, la chasse. Nous, on le voit très concrètement à la commission départementale sous l'égide du préfet. Effectivement, nous sommes, dans cette commission, pour donner un point de vue, mais c'est les arguments qu'on nous oppose sont des arguments qui scientifiquement ne tiennent pas. Et puis on est souvent agressé verbalement. Il n'y a pas d'autre attitude de leur part, heureusement. Mais globalement, on ne peut pas être satisfait de la façon dont ils traitent les problèmes. Un chiffre pour conclure, en 2007, sur 16 600 infractions classées dans la catégorie atteinte à la protection de la faune et de la flore, plus de 9 000 seraient imputés à la chasse et 2 000 à la pêche, qui semble être plus en recherche de conscience environnementale. Hubert Louis Vuitton, je m'arrête un instant sur ces infractions, c'est aussi une réalité de la chasse ? Oui, voilà, il y a chasseurs et chasseurs, c'est comme dans tous les sports, même dans le sport automobile, vous allez voir des bons et des mauvais conducteurs. Oui, il y a des bons et mauvais chasseurs. Moi, je suis là pour défendre la vraie et belle chasse, et la chasse est une belle façon de préserver des belles régions comme on a. Comment vous vous situez, vous, par rapport au point de vue des écologistes qu'on a pu voir dans le reportage ? Alors moi, ça me dérange pas d'être en phase 2. J'accepte leurs propos. Par contre, chacun chez soi. Voilà, moi j'ai une propriété, je la gère d'une façon à avoir le maximum de gibier. Oui, je tue des animaux, je ne tue pas des animaux, je prélève des animaux et je fais donc pour moi une certaine gestion et le but c'est d'avoir des animaux. Vous dites aussi défenseur de l'environnement en tant que chasseur. Avant tout, moi je dis le chasseur est le premier écologiste de la région. Étant donné qui on voit en ce moment en forêt, ce sont nous les chasseurs qui entretenons nos allées, nos plaines, c'est nous qui cultivons. C'est pas en ce moment qu'on voit beaucoup d'écologistes, en tout cas en forêt. Merci beaucoup Hubert Louis Vuitton d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Allez, comme chaque samedi, on n'oublie pas notre série, on a retrouvé la mémoire. Et puisque nous sommes à Chambord, cet épisode est consacré aux chasses, les chasses présidentielles plus précisément. La République a en effet entretenu une longue histoire avec la chasse, notamment avec le président Georges Pompidou. Une histoire qui nous est racontée ce soir par Flavien Texier. Regardez. Les chasses présidentielles, c'est une histoire très ancienne. Les premières sont organisées à la fin du 19e siècle. Une histoire passionnante que nous allons vous raconter aujourd'hui en compagnie de Jean d'Aussonville, l'actuel directeur du domaine de Chambord. Mais juste avant, comme d'habitude, quelques images d'archives, des images noires et blancs tournées en 1971 avec un certain Georges Pompidou. Regardez. Samedi dernier, M. Georges Pompidou, président de la République, a chassé en forêt de Chambord. Cette battue au sanglier fut couronnée de succès, comme le démontra le tableau final dressé au rond Henri IV. Sur les 14 sangliers abattus, le président Pompidou en inscrit 4 à son actif. Bonjour, Jean d'Aussonville, merci de nous recevoir ici à Chambord. Quel regard vous portez sur les images que nous venons de voir, celles du président Georges Pompidou à Chambord
en 1971. Mais c'est quelqu'un qui venait d'un milieu rural, qui était fils d'instituteur, et donc qui aimait bien la terre, la campagne. Il était à l'aise dans le monde de la chasse. Et à Chambord, il avait un rapport très franc, très direct avec les gens, avec les rabatteurs. Il les appelait dans la forêt, c'est « Allez, viens mon petit gars, viens par ici », etc. Il cherchait pas du tout l'intimidation. Quand il était au poste et qu'il attendait, là, on voit dans le reportage, il inscrit 4 sangliers à son tableau de chasse. C'était un bon chasseur, le président Pompidou? En fait, quand les sangliers passent les lignes, ça va très vite, hein, c'est une fraction de seconde. Donc, il faut avoir du réflexe. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire qu'il est bon chasseur. Enfin, j'en conclus ça. Quand ont débuté véritablement les chasses présidentielles? Qui a inventé ce concept? C'est l'installation de la République vers 1871-1875. Après la Commune, il y a une période de transition, on ne sait pas si on va vers la monarchie ou la République, et c'est le maréchal de Mac-Mahon qui fait office de président de la République à l'époque. Et puis on lui dit, est-ce qu'on va réinstaller un équipage de chasse à courre ou pas? Il dit non, ça fait trop monarchique, on va chasser à pied, parce qu'à l'époque tout le monde chasse, et donc il utilise Rambouillet. Et Chambord ne vient qu'après. En fait, c'est Pompidou qui installe la chasse présidentielle à Chambord. On va voir maintenant une autre image. Nous sommes cette fois-ci en janvier 1976 et c'est l'ancien chef de l'État, Valéry Giscard d'Estaing, qui se trouve à Chambord. Giscard était un grand chasseur, enfin, chasseur passionné, comme certains sont collectionneurs d'art. Lui, c'était ce qui l'animait. Il venait ici, par exemple, à la Thibaudière, qui était en gros la dacha de Pompidou. C'est une cabane dans la forêt où il y avait les repas de chasse. Et lui, il venait et couchait sur un lit picot pour pouvoir se lever à 5 h du matin et aller tirer un cerf. La chasse était bonne. Très bonne, c'est parfait. Une autre image, toujours janvier 1976, on aperçoit Marie-France Garot, je le précise pour la jeune génération, Marie-France Garot fut une femme politique très influente dans les années 70 et elle aime la chasse visiblement. Elle était quand même en quelque sorte le point adverse de Giscard à l'époque. Or, on les voit à la chasse, donc on voit bien que la chasse est aussi le prétexte pour réunir des gens qui peuvent être en tension par ailleurs. Donc c'est utile. Juin 2010, les chasses présidentielles sont définitivement stoppées par l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy et remplacées par de simples battues de régulation. En régulation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on maîtrise la population. Une population de sangliers, ça peut doubler en un an, voire tripler sur 2 ans. Le palais n'intervient plus à Chambord? Plus du tout. C'est-à-dire que les invitations ne sont plus accordées au nom du président de la République. Et concrètement, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire, ce qui est concret d'abord, c'est que le président de la République ne vient plus ici. C'est ça qui me frappe dans les images de Pompidou et de Giscard. C'est vraiment une autre époque. Pourquoi ça fait polémique, les chasses présidentielles? Parce que Chambord, dans l'imaginaire des Français, était très attaché à l'époque Giscard. Et que donc, il y a eu, contre le président Giscard d'Estaing à l'époque, une critique un peu d'ancien régime et de style. Et Chambord a fait partie de cette critique, notamment aussi parce que, comme Giscard était un passionné de chasse, je dirais que Chambord était aussi un peu le lieu de sa passion et peut-être aussi le lieu de la critique. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir reçus aujourd'hui à Chambord et nous on se dit à bientôt pour retrouver la mémoire. Voilà, et comme promis, Denis Gannemeyer nous a rejoint sur ce plateau. Denis, vous avez suivi dès le début cette édition du Game Fair. Et c'est pas fini, ça se poursuit encore ce soir et demain. Oui, je vais d'abord vous faire un petit compliment. Parce que les téléspectateurs se rendent compte quand même de vous êtes là, les cheveux dans le vent, avec ce magnifique endroit qu'est le château de Chambord. Pas évident avec le vent. Oui, mais ça mais il n'y a pas d'orage. Mais ça vous va très bien. Ah oui, alors les orages, ils sont passés, mais on a eu peur cet après-midi. On a échappé aux orages. Vous avez eu raison de nous dire que ça continue, de nous dire que ça continue, parce qu'en effet, demain, il y a une journée complète, et ce soir, c'est une soirée un peu particulière. Imaginez, regardez ce château comme il est beau, et il va y avoir un spectacle, bien entendu, auquel vous pouvez assister. Il y a déjà des personnes qui sont installées, qui attendent le spectacle, et vers 23h, parce qu'en ce moment, les nuits commencent tard, où le jour dure plus longtemps, vers 23h, il y aura un feu d'artifice. Imaginez le feu d'artifice devant ce avec château. Le château de Chambord derrière. Avec le château de Chambord, c'est superbe. Et puis demain, bien entendu, le Game Fair continue. Alors le Game Fair, on va dire, oui, c'est le rendez-vous des chasseurs, pas que.
Parce qu'il y a des gens qui viennent parler d'environnement, il y a des gens qui viennent parler de nature, de loisirs nature, de chasse bien entendu, de pêche aussi. Il y a tous ces rendez-vous et il y a vraiment, et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a vraiment un gros succès pour les pays invités. Le Québec, avec cet accent merveilleux, si vous avez suivi cet après-midi, je dirais. Et puis le Burkina Faso, avec ses traditions, cette chasse qui est assez extraordinaire, que le safari, ça fait rêver. Même ceux qui font de la photo, je veux dire, tout le monde est intéressé par ces images exotiques, comme l'on dit. Et eux, ils savent très très bien, merveilleusement bien en parler. Puis il y a des choses tout à fait étonnantes à découvrir. Il y a un type qui sculpte à la tronçonneuse. Vous voyez, des petites choses comme ça. Donc tout ça, c'est à découvrir encore ce soir et demain. Et demain, merci bien Denis. sûr. Mais je vous en prie, de merci plaisir Denis. pour moi. N'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver une page spéciale Game Fair sur notre site internet centre.france3.fr. Vous pouvez aussi revoir notre grande émission spéciale Game Fair de cet après-midi. C'était avec vous, Denis, et c'est aussi sur internet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès midi pour des informations régionales. En attendant, le 19-20 continue avec l'édition nationale présentée par Catherine Matoche. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée. À demain. Un joli dimanche.